Salut nos petits farfadets, quoi de neuf si ce n'est la moitié de 18 sur la chaîne? Et ben on voit ça tout de suite après le générique. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Razak. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Bon, aujourd'hui, il va y avoir de la chatte. En janvier 1983, les éditions Lug sortent le Strange Special Origin 157 bis, regroupant les aventures de deux nénettes pleines de boobies de chez Marvel, avec la chatte et Ella. Effet assuré pour les ados et gens de syntaxe de l'époque qui sentirent un léger touchement du tralala naître en eux, que dis-je, un taquinement comme à la belle époque où Georges moustaquinait la corde de sa guitare. Il avait un gros zoba, le grec. Et paf le chien, ou devrais-je dire paf la chatte, tu ouvrais la première page et tu tombais avec délectation sur la pin-up de la chatte. Après quelques explications du bon vieux Stan, enjolivant comme à son habitude son rôle dans la création de ce personnage, on attaquait avec un récit appelé Les Aventures de la chatte, tiré du Cat numéro 1 de novembre 1972, écrit par Roy Thomas et Linda Fitt, le tout dessiné par Marie Séverin et ancré par ce coquinou de Hollywood dont nous reparlerons en fin de vidéo. Alors je préviens les viewers sensibles, Linda Fitt c'est une femme, j'aime mieux prévenir. À l'époque elle était la petite amie et la future épouse de Herbert Trimpe, mais également l'assistante de Stan Lee, ce qui était quand même un avantage pour se lancer dans l'aventure de l'écriture chez Marvel. À l'instar de Joséphine, qui fut l'ange gardienne de Bonaparte aux plus belles heures Napoléon naine, Stan Lee a certainement pesé dans la balance pour Linda. Malgré aucune expérience réelle, elle s'est avérée être une assez bonne écrivaine, réalisant le numéro d'origine de la chatte. L'histoire est simple, on découvre les origines de la chatte. Greer Nelson était une étudiante en sciences qui a abandonné l'école lorsqu'elle a épousé son petit ami, un gros macho qui ne se sent plus pisser quand il s'agit de rouler les mécaniques. Le gars, policier de son état, se fait défoncer et Greer décide de faire son deuil en quittant la maison où elle a exercé le métier de bobonne durant son mariage pour trouver un job. Refusant de finir alcoolique, ou comme Claude François au bar à coudé, Barracuda. Comprenant que McDo était des gros sodomites empoisonneurs d'adolescents en surpoids, elle refuse de vendre son âme et elle essaye de trouver un métier digne. Elle renoue avec son ancien professeur, un scientifique nommé Dr Johan Tumolo, après avoir été incapable de trouver un emploi ailleurs parce qu'elle est une femme. Oui, la dimension féministe du récit est assez bien appuyée. La chatte a été délibérément créée comme un modèle féministe. Mais ce féminisme est moins manifeste et maladroit que ce que nous pouvions trouver dans d'autres livres à cette époque. L'approche est un peu plus subtile, mais je pèse mes mots quand même en employant l'adjectif subtil, que j'usite ici, même si je n'usite pas longtemps. En tout cas, ça le rend plus puissant. Dans Marvel Comics The Untold Story de Sean Howe, il est dit que Linda Fitt n'avait pas du tout envie de faire de cette histoire un moyen pour atteindre les lectrices, et elle ne pensait faire qu'une héroïne sur le thème du chat. Le féminisme n'était pas sa priorité. Le féminisme? Mais c'est devenu mainstream, c'est complètement surfait. Pour en revenir à l'histoire, Tumolo, dont le nom est rigolo quand même, engage Nelson comme assistant de laboratoire. La professeure a conçu un costume qui donne à son porteur des capacités mentales et physiques accrues, y compris des acrobaties surhumaines, pas facile à dire, défiant les lois de la physique, n'en déplaise à Pascal, de l'empathie et une intelligence développée. Et également une griffe extensible qui peut être utilisée à la fois comme une arme et un grappin, ainsi que des lunettes qui offrent une vision nocturne. Mais alors le truc qui est balèze, c'est que les pouvoirs, à l'exception des griffes et de la vision nocturne, restent même chez le porteur lorsque le costume n'est plus porté. Unbelievable. Un gros Richard un peu fou, encore que ce sont les pauvres qui sont fous, hein, les riches sont plutôt excentriques, du nom de Mal Donald Bane, une sorte de cinglé du fitness, genre Véronique et Davina sans la douche nichonesque, a repris le financement du professeur Tumolo et le gros bâtard insiste pour qu'une autre femme, Shirley Bryant, reçoive le traitement. Mais Tumolo continue de travailler secrètement avec Greer. Vous imaginez bien que Donald Bane veut utiliser ce processus pour créer une armée qui servirait bien sa cause de Richard. Pas trop de genre à aller à Katmandou en pâte au gaz pour s'élever spirituellement au contact du lépreux syphilitique et à se balader avec le guide du routard dans les poches. En fait, le gros friquet a plutôt de la phobie du peuple et surtout d'être touché, ce que Greer exploite au cours de l'histoire, ce qui va entraîner le suicide du Richard à la fin du récit. Et là, on se rend compte du côté un peu limite borderline d'un point de vue moral. Bon alors certes, c'était pour révéler le côté sombre de la chatte, mais pour une BD pour ados, on aurait pu trouver plus pédagogique à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde s'en branle car nos chers ados passent leur temps à buter des prostitutes sur GTA, mais à l'époque, c'était un petit peu limite quand même. Vous le savez peut-être, et peut-être que non, côté dessin, Marie Séverin n'a pas eu la tâche facile avec ce bouffon de Walliswood. Sean Howe décrit dans son ouvrage comment la pauvre Marie a dû gérer les bouffonneries immatures de Wallywood, qui visiblement étaient très courantes dans la maison. À l'instar de Guillaume, un peu lunaire, le gars ne trouvait rien de mieux à faire que de dessiner des poils pubiens et des mamelons sur les crayonnages de la chatte que la pauvre Marie, probablement mal armée de patience, a dû blanchir à bien des reprises. En fait, Hollywood avait une fâcheuse tendance à ajouter des mamelons et des poils pubiens aux femmes qu'il dessinait dans les bandes dessinées ici dans les années 50. Un gros relou. J'imagine que ça doit être drôle si tu postules au poste d'animateur de camping en Picardie, mais dans le monde de l'édition, j'imagine que ça doit vraiment être relou au bout d'un moment. Et ça, Marie Séverin le savait car elle avait été coloriste pour ici et elle savait de quoi était capable le gazier. Comme quoi on peut être un artiste absolument incroyable et être un gros con. Aujourd'hui à notre époque, il se serait mangé un méchant balance ton porc, car le bonhomme
homme, d'après Sean Ho, avait de sérieux problèmes de personnalité, surtout lorsqu'il s'agissait de relations avec les femmes. Et pourtant, quand on regarde l'ancrage des dessins de Marie Séverin, le talent de Wood est génial. Remarquez combien d'ombre noire il a mis sur le costume de la chatte. C'est près de 50% d'ombre et de noir qui recouvre à chaque fois le costume jaune du personnage, et cela a de quoi nous rappeler quelque chose. C'est la même technique qu'il a utilisée pour faire de l'ombre au costume rouge de Daredevil. Wood a ce talent d'utiliser cette technique d'ombrage pour atténuer les couleurs vives sur les costumes nocturnes, et c'est génial. Excellent. Non. Poursuivons notre lecture de ce Strange Spécial Origins. En tournant les pages, nous avons le droit à de nouvelles pin-up avec cette image appelée Place aux super-héroïnes, qui avait de quoi nous enchanter à l'époque, suivi de Hela en pin-up sur la page suivante. Bon, franchement, les épisodes racontant les intrigues d'Hela contre Thor n'ont pas de quoi me mettre une bosse dans le pantalon. Ça m'a plutôt fait le même effet que lorsque je me retrouve dans un champ de Magnolia, je suis forever. Luke nous offre 2 épisodes du Divin Thor tiré du Thor 189 et 190 de juin et juillet 1971, écrit par Stan Lee, dessiné par John Buscema et ancré par Joe Signott. Comme le dit souvent mon ami Firmin Peu ta gueule, c'est bof. Loin d'une Vanessa Demouy si loin de moi, et là, à beau porter à merveille sa froide beauté nordique, on devine facilement dans chacune des bulles de la BD un agressif vil accent germanique qui devrait nous mettre la Prusse à l'oreille. Cette meuf est dangereuse. Et en effet, elle a ciblé Thor comme sa prochaine victime. Le paternel Odin fait appel au souhait de son fils d'échapper à ce destin. Il lui ordonne de retourner sur Terre et de prendre son apparence mortelle de Donald Blake, un être sur lequel Hela n'a aucun droit. Mais Hela se rend sur Terre pour quand même chasser Thor. Il est clair que la froide Hela n'est pas à sa recherche pour lui souffler dans le poireau, mais plus pour lui terraformer la boîte à bonheur, l'usine à Suchard quoi. Vas-y Mou, tu peux pas dire ça dans une vidéo, tu peux pas tester. Usine à Suchard, c'est gras quand même. Trouve une autre expression. Et Quality Street, la boîte à bonheur, ça passe ça? Non mais je laisse tomber. Et au final, les deux vont se retrouver, et là lui faisant un horrible chantage, le poussant à choisir entre sa vie ou celle de malheureux pompiers qui se sont trouvés là au mauvais endroit. Non loin d'être un vil saint dont je n'ai pas l'estime, Thor accepte de se sacrifier. Vil, saint, Palestine, t'as compris la blague? Elle est quand même chiadée, non? Tu trouves pas? Ah bah d'accord, j'aime faire l'idiot mais casser du concept dans mes vidéos. C'est recherché quand même. Dans l'épisode 190, on assiste à la fin de cette histoire. Thor ayant accepté le deal, il se prépare à recevoir le contact de la mortelle Nénette. Bon, il y a quelques rebondissements, mais au final, l'inévitable se produit. Alors il commence à dépérir et à mourir et à perdre sa beauté, celle de son corps musclé, galbé, voire son corps rond, mais ça c'est plutôt dans le nord. Et son paternel, l'émotif Odin, transporte la pulpeuse et nichonesque Sif sur la Terre, afin qu'elle puisse passer les derniers moments avec le blondin. Voyant que rien ne viendra d'Hela, un peu comme le petit poussé car il était constipé, Sif décide d'essayer de faire appel à l'esprit féminin de Hela et parvient à la toucher. Vraiment ému lorsque Sif s'offre en sacrifice pour que Thor puisse vivre, Hela cède et change d'avis, redonnant vie à Thor. À bas côté dramaturgie, on est servi, pas besoin de se ruiner à payer un billet à l'opéra. Mais bon, en BD, comme le disait dans l'Antiquité Pompée dans la volupté de César, rhétorique, c'est assez pompeux. J'avoue, je n'ai pas aimé, comme quand on parlait de la capitale française à un ami italien, car tout ce qui touche à Paris, latin, t'as compris? Paris latin. Putain, j'en peux plus de tes jeux de mots de merde, gros. Ok, voilà, oh. Certains passages relèvent même de l'étude psychiatrique entre Odin, qui chiale sa mère à l'idée de perdre sa progéniture, et même Hela qui s'émeut du sacrifice d'une femme aimante. J'ai failli déprimer à la lecture de ces deux histoires, et heureusement que mon ami Jacques est toujours là quand on a besoin de lui. Et puis surtout, c'est lent comme la ville du même nom, située non pas dans l'Eure, mais plutôt vers l'Aisne. Franchement, je trouve ce récit assez indigeste, et j'en ai marre qu'on essaye de me faire avaler des trucs durs. Oh bah hier soir, t'as quand même bouffé un flanc. Je vois pas du tout le rapport. Terminons l'exploration de ce Strange Spécial Origins avec les fiches de super-héros. Là encore, Luke ne s'est pas foutu de notre gueule. Avec Tundra, qu'on connaissait à peine à l'époque, en particulier grâce au projet Pegasus dans Spécial Strange, mais également Iron Fist, Tornade et le Valet de Cœur. Voilà, j'avais envie de faire un point carré pour la forme sur ce bouquin, et surtout revenir sur l'épisode de la chatte qui m'avait quelque peu emballé à l'époque. De cette lady, j'étais gaga, et c'est pas un poker face que j'aurais fait avec elle. Enfin, ça dépend de quelle fesse on parle. T'es vulgaire, gros. Ah ça va, je pavoise, je fais dans le ludique. Faut rigoler un peu, ça détend du slip. Oui mais pas trop, car n'oublie pas que ce sont ceux qui raillent qui l'ont dans le train. Bon, en gros, j'avais senti mon mojo miauler intérieurement, regrettant de voir Lug ne pas publier plus d'aventures de super-héroïnes dans ses revues. Dites-moi si vous avez gardé des souvenirs émus de cette époque, et surtout de ce spécial Strange 157 bis. N'achetez pas chinois, mais surtout laissez un pouce bleu pour encourager mon boulot, et partagez ma vidéo auprès de vos connaissances, car à l'instar de Jean-Claude Brialy, j'aime élargir le cercle de mes amis. C'était Bob Zombie dans le tube, à bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rauf d'Afrique. Abdel Rauf d'Afrique. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Ça va, c'était pas trop vulgaire. Oh, non.